puissance dynamique, empattement, norme WLTP, autant de termes qui vous semblent incompréhensibles. Eh bien, ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Salut les amis, c'est Dom, bienvenue sur Super Papa Mobile, la chaîne YouTube consacrée à la mobilité électrique, vue et expliquée par un papa fan de nouvelles technologies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que signifient les termes sur la fiche technique du véhicule lorsque vous renseignez pour en acheter un nouveau, qu'il soit neuf ou d'occasion. Et il y a beaucoup d'informations et parfois on n'y comprend pas grand chose et il peut y avoir aussi des personnes qui vous induisent en erreur sur certaines choses. Donc je vais vous expliquer ce qui est important à comprendre et en quoi c'est utile pour l'achat de votre véhicule électrique. Donc la première information que vous allez regarder, bien sûr, c'est le kilométrage. Donc ça, c'est comme les véhicules thermiques. Alors c'est pas tout à fait comme les véhicules thermiques puisque les véhicules électriques, il faut savoir qu'ils s'usent moins sur beaucoup de choses parce qu'il y a moins de pièces mécaniques tout simplement. Et donc le kilométrage peut être un peu plus important et votre véhicule sera probablement quand même en bon état, voire en très bon état. Donc par exemple, si vous voulez l'acheter d'occasion, eh bien, si votre véhicule électrique, celui qui vous intéresse, est à 30 000 km, eh bien, c'est très bien, vous pouvez considérer qu'il est neuf et que vous n'aurez probablement aucun problème. Et vous pouvez après aller jusqu'à même 100 000 km, il n'y aura pas de problème, enfin il y aura des choses à vérifier, mais ça ne sera pas quelque chose de problématique, il ne faudra pas vous dire « oh là là, c'est un véhicule qui ne va pas tenir la route ». Dans tous les cas, vous n'allez probablement pas en trouver beaucoup, en tout cas en occasion, puisque les véhicules électriques c'est assez récent, donc probablement ils auront 3-4 ans, pas plus. Donc ça ne sera pas comme les véhicules thermiques, pour le moment vous n'allez pas trouver de très vieux véhicules électriques. Donc je pense que là-dessus il n'y a pas trop de problème à se faire. Vous regardez quand même le kilométrage, mais s'il est en occasion, il n'y aura à mon avis pas de problème là-dessus. La deuxième information importante à regarder sur la fiche technique du véhicule, c'est sa puissance dynamique, donc qui sera exprimée en chevaux sur un véhicule thermique, alors que sur un véhicule électrique, ça sera exprimé en kilowattheure. Mais heureusement, sur les fiches techniques, il y a souvent l'équivalence en chevaux. Comme ça, vous savez à quoi ça correspond si vous passez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Si vous avez une conduite tranquille, là, vous pouvez partir sur une centaine de chevaux, 120, quelque chose comme ça. Il n'y aura pas de problème. Si vous avez une conduite plus dynamique ou sportive, là, il faudra se tourner vers des véhicules qui tourneront plus autour des 200 chevaux, voire plus. Et évidemment, ça dépend de la taille du véhicule. Donc, plus il est gros, plus il est lourd, et plus il va falloir de la puissance pour le déplacer. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas de problème. Vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez si vous avez un véhicule qui a à peu près 200 chevaux. Après, il va falloir aussi ajouter donc, dans la puissance dynamique, il y a aussi une petite information qui est importante, qui est le couple, donc qui est exprimé en newton-mètre. Donc ça, c'est souvent marqué aussi sur les fiches techniques. Et donc ça va vous donner, si vous voulez, la puissance d'accélération. Donc quand vous appuyez sur la pédale, est-ce que vous allez avoir la puissance tout de suite et quelle puissance vous allez avoir. Et donc en fait, là, si vous êtes autour des 220, 230 Nm, voire vous arrivez au-dessus de 300, là franchement, vous n'avez aucun problème. Donc ça veut dire concrètement, par exemple, si vous voulez vous introduire dans un rond-point, c'est un petit peu difficile, il y a beaucoup de monde, vous écrasez la pédale d'accélérateur, et là, si vous avez plus de 300 Nm de couple, je peux vous dire que vous allez vous introduire sans aucun problème. La troisième information, une des plus importantes à regarder sur la fiche technique d'un véhicule électrique, ça va être l'autonomie. Alors là, c'est vraiment un gros sujet parce que l'autonomie, donc quand vous allez regarder sur la fiche technique du véhicule proposé par le concessionnaire ou autre, eh bien, elle va être exprimée en norme WLTP. Donc en fait, on va vous mettre par exemple, je sais pas, 450 km d'autonomie et on va vous dire, entre parenthèses, norme WLTP. Donc attention, parce que cette norme, c'est une norme plutôt théorique, on va dire, qui est réalisée dans des conditions parfaites. Donc en réalité, vous n'allez jamais atteindre 450 km d'autonomie sur votre véhicule, c'est ce qui est indiqué par le constructeur. Vous allez devoir enlever au minimum 10% de cette autonomie pour des trajets, des petits trajets en ville, des trajets un peu mixtes, dans la campagne. Et après, si vous allez sur autoroute, là, ça va dégringoler encore plus. Moi, mon calcul, c'est que vous enlevez au moins 30% de cette autonomie. Donc là, si on prend l'exemple avec un véhicule que je connais, le Ioniq 5 que j'ai moi, donc l'autonomie annoncée en WLTP est de 450 km.
Dans la réalité, en roulant de manière à peu près normale, on va dire, dynamique parfois, mais pas tout le temps, on atteint 400 km sans problème sur des petites routes ou dans le centre-ville, voilà, dans des petits trajets. Par contre, sur autoroute, là, ça baisse à 300 km quand les conditions sont plutôt bonnes. Et quand il fait froid, qu'il y a du vent, de la pluie, etc., là, on peut baisser même encore à 250 km. Voilà, donc c'est vraiment, il faut faire attention. Quand vous regardez cette information sur la fiche technique, il ne faut pas la prendre comme ça, comme si c'était la réalité. Voilà, il faut vraiment enlever un certain pourcentage pour arriver à l'autonomie réelle. Donc si vous avez un doute, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est aller regarder des tests sur YouTube et puis aller voir les tests, ce qu'ils donnent pour voir la consommation réelle, et là vous aurez une idée un peu plus précise de l'autonomie de votre voiture. Après, ça ne sera pas forcément un problème si l'autonomie est plus basse, si vous n'avez pas une conduite régulière sur autoroute. Si c'est juste pour des petits trajets en ville, c'est pas très grave, surtout si vous pouvez vous recharger facilement chez vous par exemple. Mais si c'est pas votre cas, là pour le coup, oui, il va falloir regarder bien faire attention à l'autonomie. Le quatrième point sur lequel il va falloir faire attention, c'est l'état de la batterie. Alors là, c'est vraiment si vous achetez en occasion, je parle bien sûr, parce que si vous achetez un véhicule électrique neuf, bah, votre batterie elle est neuve, donc il n'y aura aucun problème. Si vous l'achetez en occasion, c'est vraiment la chose la plus importante à regarder, parce qu'en fait, sur un véhicule électrique, la partie la plus importante, c'est la batterie. Parce que si la batterie n'est pas en bon état, et bien vous allez chuter très vite en autonomie. Du coup, bah forcément, ça sera vraiment problématique à utiliser dans la vie de tous les jours. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur les sites, quand vous achetez d'occasion, vous allez avoir des tests qui vont être réalisés. Donc ils appellent ça les tests SOH. Et ça va vous donner l'intégrité, le niveau d'intégrité de votre batterie, de la batterie du véhicule. Donc si les tests réalisés montrent que la batterie a encore 90 à 100% d'intégrité, là vous êtes tranquille, vous pouvez acheter le véhicule, vous n'aurez pas trop de problèmes. Ça veut dire qu'il y a juste une dizaine de pourcents au maximum qui a été dégradé, donc c'est pas gigantesque, on va dire. Par contre, si c'est en dessous de 90%, là clairement, moi je ne vous conseille pas d'acheter ce véhicule d'occasion, parce que ça va devenir problématique pour la vie de tous les jours. Le dernier point essentiel à regarder sur la fiche technique du véhicule électrique que vous souhaitez acquérir, c'est la garantie proposée par le constructeur. Donc aujourd'hui, les constructeurs sont dans l'obligation de proposer une garantie, mais ce n'est pas la même pour tous les constructeurs. Et quand je parle de garantie, je parle de garantie de la batterie surtout en fait. Parce que c'est vraiment la pièce centrale de votre véhicule. Si la batterie est fortement dégradée, et ben forcément vous ne pourrez quasiment plus utiliser votre véhicule électrique. Donc ça c'est très important. En règle générale, ce que proposent les constructeurs, c'est une garantie de 8 ans ou 160 000 km. Donc vous devriez être tranquille. Mais par exemple, si vous achetez ce véhicule en occasion, eh bien, vous pouvez regarder la date à laquelle le véhicule a été vendu la première fois, et du coup voir combien de garanties il reste, combien de kilomètres vous effectuez par an, et du coup vous aurez une idée pour voir si c'est intéressant pour vous ou pas de choisir ce véhicule par rapport à la garantie constructeur, par rapport à la durée qui reste de la garantie sur la batterie du véhicule. Voilà, donc ça, ce sont les informations essentielles à regarder sur la fiche technique. Après, il y a d'autres informations qui peuvent vous aider à choisir le véhicule et qui sont aussi importantes, mais voilà, qui ne sont pas essentielles. Si vous ne les avez pas, ça ne sera pas dramatique, on va dire. Donc là, comme ça, qui me viennent en tête, il y en a plusieurs. Il y a par exemple la taille du coffre. Donc si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, donc c'est toujours indiqué, il y a le litrage en fait, en litres. Et parfois vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc par exemple 100 litres, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Donc moi je considère que en dessous de 300 litres on est sur un petit coffre, donc vous ne pourrez pas mettre grand chose à part 2-3 courses, 2-3 sacs, voilà. À partir de 350, 400, donc on est sur du coffre de taille moyenne, donc là déjà vous pourrez mettre un peu plus de choses. Et on va dire qu'à partir de 500 litres, là vous êtes tranquille. Si vous êtes comme moi, vous êtes papa, vous avez des enfants, et bien vous pourrez mettre sans problème une poussette, un lit parapluie, des valises. Donc voilà, à partir de 500 litres, vous êtes tranquille. En dessous de 200-300 litres, c'est pas très grand. Et pour le coffre, il y a aussi une information importante à prendre en compte,
c'est est-ce qu'il y a un haillon ou pas. Donc un haillon, en fait, ça veut dire que quand vous ouvrez votre coffre, eh bien la partie du coffre s'ouvre en même temps que la fenêtre arrière. Et donc du coup, en fait, vous allez pouvoir mettre des objets beaucoup plus volumineux et ça va être beaucoup plus facile de charger votre coffre. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à regarder. Si vous y connaissez rien, voilà, vous pouvez toujours demander s'il y a un haillon, si jamais vous n'avez pas la possibilité de voir la voiture en vrai ou de la tester. Et ça va faire une grosse différence pour charger votre coffre. Ensuite, vous pouvez aussi regarder la taille du véhicule et son poids, parce que ça va vraiment vous donner une indication à la fois sur l'encombrement, la facilité d'utilisation dans la vie de tous les jours, et sur le plaisir de conduite. Donc par exemple sur la taille du véhicule, si vous êtes sur un véhicule de jusqu'à 4,30 m, on va dire, bah, vous n'aurez pas trop de problèmes si vous habitez en ville pour vous garer, pour faire des créneaux, etc. Après, quand vous arrivez au-delà, donc 4,60 m, 4,70 m, déjà c'est un petit peu plus embêtant. Et quand vous dépassez les 4,70 m, par là complètement, là ça devient vraiment compliqué en ville. Donc c'est vraiment une information à prendre en compte, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup, c'est la mode des SUV, donc on a beaucoup de véhicules qui sont assez gros. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise dans les manœuvres par exemple, regardez bien la taille de véhicule, évitez de prendre un véhicule qui est trop grand. Voilà. Après, pour ce qui est du poids, donc là ça va jouer plus sur la manière dont se comporte le véhicule, donc est-ce qu'il sera dynamique ou pas. Donc si vous n'avez pas une conduite sportive, bah, vous en foutez un petit peu, ça c'est clair. Si vous aimez bien voilà, donner des petits coups d'accélération, faire des dépassements, etc., là le poids va être, il va falloir quand même le prendre en compte, puisque là on peut monter sur des véhicules électriques, on peut monter très vite à 2 tonnes par exemple, puisque les véhicules électriques ils pèsent plus lourd que les véhicules thermiques, du fait de la batterie qui pèse lourd. Donc c'est une information également à prendre en compte si vous voulez un véhicule qui soit quand même un petit peu dynamique. Donc soit il va falloir prendre un véhicule un peu plus petit, soit il va falloir que vous preniez le véhicule que vous voulez, donc la taille qui vous intéresse, mais du coup avec une motorisation plus importante, donc ça veut dire un surcoût évidemment. Enfin, vous pouvez regarder des petites choses qui paraissent peu importantes, mais qui peuvent toujours être intéressantes si vous pensez après à la revente. Donc par exemple, je pense aux options que vous pouvez prendre sur un véhicule si vous le prenez neuf. Après, il faut savoir que sur les véhicules d'aujourd'hui, les options de base sont quand même déjà très intéressantes. Par exemple, vous avez la caméra de recul quasiment dans tous les cas. Voilà, vous avez beaucoup de choses, vous avez un système d'infotainment. Ça, c'est sur quasiment tous les véhicules de base, même le premier prix. Donc, vous n'avez pas trop à vous préoccuper, je pense, de prendre trop d'options, sauf si vous aimez vraiment le confort. Après, il y a des petits plus sympas auxquels vous pouvez penser. Par exemple, la sellerie, si vous pouvez choisir entre cuir ou tissu, moi je vous conseille cuir. Pas parce que c'est plus beau ou que ça fait plus premium, mais tout simplement parce que ça se nettoie beaucoup mieux, c'est plus résistant. Donc du coup, si vous pensez encore une fois à la revente de votre véhicule un peu plus tard, eh ben, vous pourrez nettoyer les sièges de manière nickel, ce qui ne sera pas forcément le cas sur une sellerie en tissu. Et enfin, dernière petite chose, vous pouvez regarder la consommation de votre véhicule électrique, donc la consommation réelle. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller voir des tests sur YouTube, des personnes qui l'essayent, qui possèdent le véhicule et qui peuvent vous faire un retour sur la consommation dans la vie réelle, dans différentes situations. Donc ça, c'est important pour savoir combien ça va vous coûter tout simplement en consommation de kilowattheures par an. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des informations intéressantes. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, la commenter, poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, où justement je vais vous parler de la consommation donc, de ma voiture, la Hyundai Ioniq 5, donc de la consommation réelle. Et je vais vous faire un compte rendu détaillé pour vous donner un petit peu une idée de ce que consomme ce véhicule. Allez, à la prochaine!